Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'étude de la sphère émotionnelle et ses conséquences sur nos comportements quotidiens est assez récente dans le champ des sciences humaines. Ce n'est que vers les années 1980 que les chercheurs se positionnent de manière plus sérieuse sur ce domaine de recherche en prenant en considération le fait que le comportement humain ne se réduit pas à un schéma de stimulation-réponse. D'autres éléments comme les émotions interviennent dans l'explication de nos actions, en jouant un rôle non négligeable dans notre potentiel d'adaptation face aux exigences de notre environnement. Les premières explorations du fonctionnement du comportement humain se sont principalement orchestrées autour du behaviorisme, où les conduites des individus émanaient de stimulations précises. Les émotions ont longtemps été considérées comme des phénomènes perturbants et difficilement exploitables, allant à l'encontre de l'exercice de la raison. Le rationalisme scientifique a eu des difficultés à intégrer ce champ de recherche, et ce n'est que vers la fin du XXe siècle que les émotions ont été réellement prises au sérieux. Ce sont les sciences psychologiques qui ont précédé les autres disciplines dans l'étude des émotions, et ce depuis la fin du XIXe siècle où un intérêt très marginal a commencé à se manifester. En fait, c'est par l'intermédiaire de l'approche biologique, inspirée de la théorie de l'évolution, que les émotions ont été identifiées comme des dispositifs comportementaux adaptatifs s'inscrivant dans l'histoire des espèces. Par la suite, l'accent a été mis sur les modifications corporelles résultant de l'impact des émotions sur notre corps. C'est l'éclairage physiologique et par la suite neuropsychologique de nos comportements. Enfin, le courant des sciences cognitives est apparu bien plus tard, mettant l'accent sur les processus mentaux impliqués dans le déclenchement et la gestion des émotions, en soulignant l'importance des aspects neurologiques. De manière générale, les émotions humaines sont perçues comme des constructions mentales qui reposent sur des phénomènes psychologiques, le vécu subjectif et physiologique, l'activation du système nerveux. Selon les théories psychologiques de l'évolution, les émotions sont des processus physiologiques qui dérivent d'un petit nombre d'émotions primaires et communes à l'homme et à l'animal, génétiquement déterminées et mises en jeu par des stimuli précis, reposant sur des circuits cérébraux spécifiques. Cependant, les théories psychologiques et sociales des émotions les considèrent comme des processus psychologiques qui sont le résultat d'une évaluation cognitive qui est effectuée par l'individu sur le sujet du stimulus événement, en lien avec ses objectifs et non sur les caractéristiques propres du sujet. En fait, on ne peut seulement caractériser les émotions humaines comme des processus purement biologiques centrés sur l'individu, car elles se développent dans un contexte d'interaction sociale variée de la naissance à la mort de l'individu impliquant tous les aspects de notre vie affective. Les émotions jouent donc un rôle primordial dans le développement affectif et social du sujet, et introduisent une médiation entre le stimulus événement et la réaction du sujet, ce qui permet une meilleure adaptation. Toutefois, les émotions posent problème dans leur utilisation et leur gestion, car elles peuvent être à l'origine de comportements non adaptatifs et entraîner des perturbations fonctionnelles importantes chez les individus. En bref, l'évolution de l'étude de cette notion place les émotions au centre du débat psychologique et social sur ce qui occasionne et explique nos comportements. En parallèle, la notion d'intelligence émotionnelle, quant à elle, s'est également répandue dans les médias et le grand public par l'intermédiaire de chercheurs comme Daniel Goleman, qui ont fortement contribué à développer notre prise de conscience de l'importance des émotions dans notre quotidien. Véritable électrochoc, l'individu était doté d'une autre forme d'intelligence que celle classique que nous connaissons avec le fameux QI, basé sur des lectures logico-mathématiques et verbales. À la suite de son best-seller, de nombreuses études ont montré que l'individu pouvait tenter de comprendre, d'identifier, d'ajuster et de réguler ses émotions en fonction d'un contexte et d'intentions particulières. Longtemps oubliées par la recherche scientifique, elles sont maintenant devenues utiles et nécessaires à notre fonctionnement adaptatif. On parle aujourd'hui facilement de plusieurs formes d'intelligence, logico-mathématique, émotionnelle, voire créative. Cette évolution a permis également aux sciences de gestion et du management de se positionner fortement sur l'importance et l'utilisation des émotions dans les interactions professionnelles. On parle de leadership, de différentes formes de communication nécessaires aux managers, de combativité, d'innovation et de créativité,
c'est-à-dire d'un panel de compétences qui est nécessaire aux managers de nos organisations. Comment dans ce cas ne pas parler des émotions, de leurs conséquences et de leur utilité? C'est ainsi que la sphère des émotions est entrée dans les champs d'études des sciences du management, et on voit aujourd'hui tout un fourmillement d'études, de méthodes, de savoir-faire qui nous parlent de la meilleure façon de gérer nos émotions, ou encore comment les utiliser au mieux dans notre sphère tant privée que professionnelle. Un bon manager doit avoir une intelligence émotionnelle élevée pour optimiser la performance de ses équipes en travaillant sur des processus de communication, d'accompagnement et de médiation de ses équipes. Travaillons donc à la développer et créons ainsi les managers talentueux de demain. Une très belle et nécessaire ambition dans le champ immense de la complexité de nos organisations actuelles. Cependant, la chose est-elle faisable? Pouvons-nous travailler facilement et durablement sur la sphère émotionnelle de nos collaborateurs? Est-il possible d'identifier et de réguler ces émotions pour en faire des atouts et non, dans beaucoup de cas, des freins nous amenant à la colère, à la frustration ou parfois à la haine? Bref, qu'en est-il de la gestion des émotions dites positives et négatives pour notre adaptation? Un certain nombre d'interrogations émanent donc de ce domaine nouveau d'exploration des conduites humaines et introduisent un nouveau champ de recherche dans la sphère des ressources humaines. On ne peut plus négliger la prise en compte des émotions dans les sciences du management. L'homme est un être émotionnel avant d'être rationnel et doué de raison, et il n'est pas toujours facile de gérer ses émotions et de les utiliser au mieux pour notre développement personnel et l'optimisation de nos interactions quotidiennes avec nos pairs. Une mauvaise gestion de ces émotions peut entraîner des problématiques diverses au sein des organisations, et une optimisation de la gestion émotionnelle peut apporter des éléments non négligeables à la performance des individus et des équipes. C'est pourquoi, dans un contexte de recherche constante de la performance de nos entreprises, dictée par une mondialisation accrue entraînant une concurrence constante, les organisations doivent se doter d'un capital humain pertinent pouvant utiliser tout le potentiel adaptatif qu'ils possèdent. De ce fait, l'étude des émotions commence à intéresser le champ des ressources humaines, mais encore de manière embryonnaire, toutes les formations en ressources humaines n'intègrent pas le champ de l'intelligence émotionnelle. On commence à parler de compétences émotionnelles, mais de manière encore assez timide. Néanmoins, des chercheurs se positionnent sur la question ainsi que de nombreux acteurs des ressources humaines, formateurs, consultants, conseillers, coachs, qui sont confrontés quotidiennement à l'aspect de la gestion émotionnelle au sein de leur travail journalier. Le coach ou le formateur qui anime une session de leadership ou de travail en équipe ne peut pas faire l'impasse sur l'impact des émotions dans un processus d'apprentissage ou d'interaction. Si on travaille sur la prise de décision ou la gestion de projet, l'impact des émotions des acteurs influe le processus. Il existe donc plusieurs domaines dans lesquels les émotions agissent sur nos comportements. Face à ce constat, il existe encore peu d'ouvrages qui se positionnent sur ces questions en abordant le regard du praticien exposé à des problématiques directes faisant intervenir les émotions dans les sphères de travail. La psychologie sociale orientée dans le domaine du travail nous apporte beaucoup d'explications théoriques sur les émotions, leurs histoires, leur fonctionnement, leurs conséquences sur l'individu, mais de manière plus pragmatique, il existe encore peu d'études qui se positionnent sur l'impact des émotions en milieu professionnel, et les praticiens manquent de nourriture et d'exemples leur permettant d'optimiser leurs pratiques quotidiennes. C'est précisément l'objet de cet ouvrage de contribuer à combler cette lacune, en proposant différents regards de praticiens et d'experts de ce domaine qui contribuent de par leurs recherches et leurs témoignages à montrer la nécessité de prendre en compte la sphère émotionnelle dans le champ des ressources humaines. C'est pourquoi, nous allons dans une première partie, exposer sous un angle historique et conceptuel les notions d'émotion et d'intelligence émotionnelle en commençant par un rappel précis des grandes théories et dynamiques émotionnelles sous l'angle psychosocial, chapitre 1, pour ensuite situer la notion de compétence émotionnelle, chapitre 2, permettant ainsi de se positionner sur les mécanismes de régulation émotionnelle, chapitre 3. On situera ensuite la notion d'intelligence émotionnelle nécessaire aux futurs dirigeants de grandes entreprises, chapitre 4. Dans une seconde partie pratique, c'est par la contribution de praticiens des organisations que nous présenterons plusieurs axes de réflexion sur l'utilisation des émotions dans les organisations,
pour se positionner de manière plus claire sur le concept d'intelligence collaborative et de dynamique organisationnelle, chapitre 5. Nous continuerons notre démarche exploratoire en situant à l'aide de plusieurs cas pratiques le lien entre coaching de dirigeants et intelligence émotionnelle, chapitre 6, en développant ainsi la notion nouvelle de contagion émotionnelle au sein de groupes, chapitre 7. Par la suite, nous évoquerons les rapports entre les émotions et la gestion de conflits et la prise de décision, chapitre 8, ainsi que le rôle primordial de la régulation émotionnelle dans les processus de médiation sociale, chapitre 9, ainsi que dans les services d'aide à la personne en mettant en lumière des cas pratiques précis, chapitre 10. Enfin, nous finirons notre parcours en mettant en valeur l'impact des émotions sur la gestion des technologies de l'information et de la communication, chapitre 11. C'est donc par un éclairage pratique mis en avant par des praticiens des organisations que nous souhaitons souligner, par l'intermédiaire de leur partage d'expériences et leurs témoignages, le rôle prépondérant et la nécessité de prendre en compte les émotions au sein des organisations actuelles. Partie 1. De la gestion des émotions à l'intelligence émotionnelle en entreprise. Chapitre 1. L'émotion, un objet à multiples faces, approche théorique, processuelle et fonctionnelle. Claude Bergman. Introduction. En fonction des époques, les émotions ont été perçues différemment. Sous l'Antiquité, Aristote les voyait comme des éléments permettant d'évaluer le plaisir de nos actions quotidiennes. Au XVIIe siècle, Descartes dans son traité Les passions de l'âme, proposait une première catégorisation de ces passions qui correspondent aux émotions avec notamment l'amour, la haine, la joie, la tristesse et le désir. Spinoza en fera des forces motivationnelles dans la lignée des penseurs de l'Antiquité. Mais c'est surtout avec Darwin en 1872 et son ouvrage « L'expression des émotions chez l'homme et l'animal » que celles-ci sont vues comme un processus utile au développement et porteur de sens et d'adaptation dans nos interactions quotidiennes. Le véritable débat sur l'origine et la fonction des émotions va apparaître avec le philosophe William James et le physiologiste Walter Cannon au XIXe siècle, qui introduira notre approche historique des émotions. Au niveau de la psychologie, principal champ d'étude des émotions, le secteur de la psychologie comportementale, behavioriste, ne s'est pas intéressé aux émotions les jugeant difficilement observables et reproductibles et trop fortement associées à notre subjectivité. Ce n'est que vers les années 1980 que cet objet refait surface au niveau du grand public, avec les recherches fortement médiatisées du psychologue et journaliste américain Daniel Goleman. Étymologiquement, l'émotion désigne ce qui nous met en mouvement, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes. Du latin ex mover, l'émotion nous pousse à agir dans une direction donnée afin de nous adapter à une situation. Elle est liée à la modification d'un état initial. Elle serait d'une réponse comportementale et physiologique, brève et intense, qui reflète et ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté par un événement interne ou externe, Cotreau 2007. Son but serait la protection de l'organisme, en vue de permettre sa survie. L'émotion est force d'adaptation. Malgré une définition générale, le concept d'émotion est encore assez flou pour de nombreux chercheurs. En 1885, et les premiers travaux sur les émotions, le physiologiste Carl G. Lang disait qu'en fait on peut affirmer sans exagération que scientifiquement nous ne comprenons absolument rien aux émotions, que nous n'avons pas l'ombre d'une théorie sur la nature des émotions en général ou de telle émotion en particulier. Depuis la réflexion de Lang, un long chemin a été parcouru qui nous éclaire plus vivement sur la nature et la fonction des émotions. Ceci, nous le devons aux avancées en physiologie mais surtout à l'explosion des sciences affectives et de la psychologie des émotions depuis une trentaine d'années, qui a apporté un regard neuf sur cette question. Longtemps mis de côté par les behavioristes, la psychologie moderne reconnaît depuis peu l'importance de l'étude des émotions dans le fonctionnement humain et de nombreux travaux ont vu le jour depuis. L'homme est un être émotionnel, et ses constructions sociales sont tributaires de ses interactions et de son paysage émotionnel. On ne peut écarter l'émotion de l'étude et de la compréhension de l'humain, tant au niveau personnel que social, ce qui a été fait durant une longue période. Les êtres vivants font partie d'un milieu social qui nécessite une constante adaptation,
face à un environnement en mouvement. Pour faciliter cette adaptation, l'homme possède des mécanismes ou fonctions psychologiques comme l'attention, la mémoire, les fonctions cognitives, qui lui permettent d'interagir au mieux avec le monde qui l'entoure. On peut considérer les émotions comme une sorte de métaprogramme qui permet au processus adaptatif de se dérouler le mieux possible. Bien sûr, chaque individu va réagir différemment face à une situation et déployer un épisode émotionnel différent. Face à une agression ou une attaque verbale, certains garderont leur calme et la maîtrise d'eux-mêmes, alors que d'autres utiliseront l'attaque dictée par la colère ou la peur. L'évaluation d'une même situation sera différente d'un individu à un autre en fonction de sa spécificité propre, son histoire, sa personnalité, ses représentations. Une tentative globale de définition de l'émotion n'est pas chose aisée et a nécessité un grand nombre de recherches et d'échanges avant d'arriver à des modèles reconnus par la communauté scientifique. L'étude des émotions est un champ très vaste dans lequel beaucoup de disciplines s'entrecroisent. Lorsque l'on aborde la question de la définition de l'émotion et de sa fonction, on se heurte rapidement à de multiples barrières qui illustrent les différentes façons d'aborder cet objet. Dans le cadre de l'étude des émotions dans une perspective managériale, il convient au préalable de bien comprendre cette notion en termes de définition et de composants, ce qui n'est pas toujours le cas dans la littérature en sciences de gestion. C'est pourquoi il est impératif de passer par le détour de la psychologie pour appréhender ce concept afin de mettre en lumière un historique des théories clés des émotions, afin d'en dégager une définition opérationnelle qui constituera la base de référence de cet ouvrage. Bien sûr, nous pourrions d'emblée passer au résumé d'une telle définition, mais ce faisant nous ferions l'impasse sur les conditions de son évolution et de sa construction qui nous apportent un éclairage nécessaire sur la façon dont fonctionne un épisode émotionnel. De ce fait, entrons dans le vaste champ de la psychologie des émotions en essayant de souligner les auteurs clés et les principales théories explicatives tant physiologiques que cognitives, pour finir par mettre en évidence la fonction et le rôle des émotions chez l'homme. D'emblée, une première difficulté apparaît qui consiste dans l'absence de consensus entre les théoriciens au niveau de la définition des émotions, Christophe, 1998. Très peu de recherches sur l'émotion échappent à ce problème. Dans la majorité des cas, les auteurs déplorent systématiquement la résistance qu'offre ce concept à tout essai de définition consensuelle, ce qui a amené beaucoup de chercheurs à proposer leur propre définition, Ciso 2006. Par conséquent, une profusion de définitions est apparue comme démontré par Klein-Guina, 1981, qui en a dénombré 92 différentes, proposées entre 1971 et 1981. De plus, les émotions sont souvent étudiées sous le terme d'affect, d'humeur ou de sentiment. Les chercheurs n'hésitent pas en effet à utiliser des synonymes, voire des notions proches pour étudier un même objet, ce qui ne fait qu'apporter de la confusion dans ce domaine. Face à ce problème de définition, les chercheurs à partir des années 1980 ont tenté d'expliciter l'émotion d'une manière plurielle en distinguant des émotions dites primaires et secondaires, et en dégageant plusieurs composantes de l'émotion. Une seconde difficulté est liée aux multiples orientations d'études qui émergent du champ des émotions. On peut s'intéresser aux composantes de l'émotion, aux déterminants de l'émotion, aux effets de l'émotion sur des comportements individuels et sociaux, aux fonctions individuelles et sociales de l'émotion. L'émotion ayant presque toujours été étudiée sous un angle individuel, l'aspect psychosocial étant peu ou pas du tout développé. Cotreau, 2007, met en évidence 5 caractéristiques principales de l'émotion. L'émotion est vue à la fois comme une sensation et une construction mentale. Elle correspond à un vécu subjectif qui peut être positif ou négatif, voire neutre, mais également à un traitement de l'information, et donc à une construction mentale à partir d'informations internes ou externes à l'individu pouvant être conscientes ou inconscientes. L'émotion a une fonction de survie. Élément nécessaire à la vie, elle peut être d'ordre primaire et liée à la génétique ou d'ordre secondaire, façonnée par la culture. Elle a des caractéristiques sociales, adaptée ou inadaptée à un contexte socio-culturel, elle peut être vécue et perçue et permet de communiquer. L'émotion est un phénomène observable.
On constate dans l'histoire de la culture que les émotions se retrouvent comme une réponse à toutes les activités artistiques, cinéma, musique, poésie. Pouvant être déclenchées par des stimuli spécifiques, elles peuvent être observées expérimentalement à L'. L'aide de nombreuses méthodes expérimentales qui peuvent les induire, mots affectifs, Sautereau et al. 1995, récit de scénario, Cotreau et al. 1996, vidéo, Dessetti et Chaminade, 2003, expression de visage présentée sur écran, Etkin et al. 2004, programme de réalité virtuelle, Berthoz, 2003. L'émotion peut alors être décomposée en composantes affectives, cognitives, physiologiques, comportementales et être étudiée à l'aide de techniques d'imagerie cérébrale, Fan et al. 2004. L'émotion est brève. On doit également la distinguer des passions, plus brèves que les sentiments, nourries d'émotions fortes et créatrices d'un lien d'attachement puissant, des sentiments, qui s'inscrivent souvent dans la durée à la différence des émotions, et des humeurs, qui renvoient à la stabilité d'un état émotionnel qui dure dans le temps. Enfin, l'émotion est au centre de la relation humaine. De manière générale, un épisode émotionnel est constitué de plusieurs composantes que nous développerons par la suite de manière approfondie, mais que nous souhaitons identifier d'emblée afin de donner une perception immédiate d'une émotion. On peut considérer l'émotion comme CF figure 1. 1. Un processus d'évaluation d'une situation donnée. 2. Une succession de modifications biologiques, physiologiques comme la modification du rythme cardiaque, neurovégétatives comme les palpitations ou les sueurs, expressives, faciales comme les sourcils froncés ou posturales. 3. Une tendance à l'action activée par l'émotion. Dans ce cas, dans un contexte adaptatif, l'organisme va réagir immédiatement à ce qu'il peut considérer comme une menace et va préparer une réponse adaptative adéquate. Comme la colère qui nous prépare à l'attaque. 4. Une cognition, c'est-à-dire une ou des pensées qui sont associées à l'épisode émotionnel dans sa phase d'évaluation et de gestion. 5. Une expérience subjective qui explique pourquoi chaque personne n'a pas le même épisode émotionnel face à la même situation. Face à un événement, l'individu va associer une évaluation subjective de la situation, ainsi que des pensées ou des expériences passées, en vue de se préparer à une action adaptative. Figure 1, l'épisode émotionnel. Dans le cadre du monde du travail, imaginez que vous êtes convoqué par votre responsable hiérarchique pour être réprimandé sévèrement par rapport à une situation qu'il juge insatisfaisante. Que va-t-il se passer en vous ? Vous allez évaluer rapidement la situation, qui peut être les explications de votre responsable, le ton de sa voix, sa charge émotionnelle, la tournure des événements, y associer immédiatement des pensées, des cognitions, au regard de votre expérience, des rapports entretenus avec lui et de votre compréhension immédiate de la situation. À cela, des modifications biologiques vont apparaître dans votre corps, comme une accélération de votre rythme cardiaque, l'estomac qui se noue, le visage qui se crispe. Des pensées seront associées à la situation afin de vous préparer à une action adaptative qui pourra être différente d'une personne à l'autre. Expérience subjective. Pour les uns, celle-ci sera illustrée par un comportement d'acceptation ou de déni, pour les autres par une action de contre-attaque comme par exemple la colère ou le déni. Cette approche a le mérite de fixer un cadre pragmatique de l'étude de l'émotion dans un univers de définition floue et souvent incomplet. En fait, face à un événement, une dynamique émotionnelle va se mettre en mouvement qui s'illustrera par la déclinaison des émotions dites de base telles que la colère qui pourra se traduire par une augmentation de la fréquence cardiaque et du tonus musculaire, et qui fera face à une attaque ou une injustice qui entraînera souvent une action d'attaque et de défense dans le but de changer une situation donnée pour une situation plus acceptable. La peur qui entraînera des modifications physiologiques similaires à la colère pour souvent faire face à un danger, et entraîner une fuite ou un comportement de résistance afin de se protéger d'une situation spécifique. Le DE accent aigu G-out qui s'illustrera par un rejet cognitif et physiologique face à des éléments perçus comme nocifs pour l'organisme, entraînant ainsi des comportements de rejet afin d'écarter les aspects négatifs d'une situation. La tristesse qui peut générer des crispations musculaires ou des larmes,
associé à de l'anxiété et des pensées négatives face à une perte entraînant un retrait face à une situation et une recherche de soutien et d'aide et de consolation. La joie s'illustrant par le sourire ou le rire face à une réussite ou une situation jugée très positive comme une bonne nouvelle, entraînant des actions d'ouverture et d'approche interpersonnelle ayant des effets positifs sur soi-même, au niveau immunitaire et cognitif. Après avoir posé un cadre définitionnel général de l'émotion, il convient maintenant de parcourir le chemin qui a conduit à ce type de définition en mettant en lumière les principaux auteurs et théories qui ont contribué à cette construction. 1. Les approches physiologiques des émotions. Vous vous promenez sur un chemin en forêt admirant le paysage qui défile sous vos yeux, quand soudainement vous voyez un homme qui sort des buissons un couteau à la main, se dirigeant dans votre direction. Que va-t-il se passer en vous à cet instant ? Vous allez très certainement ressentir une émotion. Mais d'où vient cette émotion ? Est-ce à cause des modifications physiologiques perçues, accélération cardiaque, sueur froide, que nous éprouvons de la peur, ou est-ce à cause d'un processus psychique que la peur apparaît et que des modifications physiologiques se manifestent en conséquence ? Cette question donnera lieu au premier débat sur l'origine des émotions à la fin du XIXe siècle. C'est dans le sillage du développement de la recherche en médecine et en sciences humaines, et tout d'abord sous l'angle physiologique, que les émotions ont été étudiées en lien avec le courant de recherche scientifique de la fin de ce siècle qui mettait l'origine de l'homme et son évolution au centre des interrogations scientifiques. Comment et pourquoi aborder la question des émotions ? La première étude scientifique réalisée sur ce vaste domaine date de 1872 et a été effectuée par Charles Darwin dans son ouvrage intitulé « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Il s'intéressait notamment à la fonction des émotions et leur rôle dans le fonctionnement humain. Pour lui, les émotions sont principalement adaptatives. Elles auraient permis à l'espèce de survivre en permettant aux individus de faire face au mieux aux exigences de leur environnement, et universelles. On les retrouve dans toutes les cultures. Certaines recherches en psychologie ont d'ailleurs par la suite mis en évidence l'universalité et la fonction adaptative de certaines émotions fondamentales, dites primaires comme la joie, la tristesse, le DE accent aigu G-out, la peur ou la colère. Ekman, Isar, Tompkins, 2000. Plus précisément, Darwin considérait les émotions comme des signes de développement de notre espèce en défendant la thèse selon laquelle les émotions émergent indépendamment de leur utilité pour la survie de l'espèce et ne sont que la trace d'habitudes anciennes. Il assimilait les émotions à certains organes de notre corps, qui ont perdu leur fonction au cours du développement. Les mains moites par exemple, associées à la peur n'auraient plus d'utilité pour la survie de l'homme d'aujourd'hui, alors que pour nos ancêtres simiesques, cette réaction facilitait l'appréhension des branches dans des situations de fuite. Bien que suscitant l'intérêt des chercheurs d'aujourd'hui, la fonction communicative des émotions a également été déjà mise en évidence par Darwin au niveau du rôle de l'expression faciale des émotions au sein d'un groupe, afin de communiquer sur les ressentis des membres du groupe. Les recherches dans ce domaine se sont largement développées, Keltner et Haidt, 1999-2001, depuis et ont mis en évidence le rôle pédagogique de la transmission des émotions. Par exemple, dans l'éducation des enfants, les parents transmettent souvent par une mimique faciale un sentiment de colère ou de déception face à un comportement inadapté de l'enfant dans une situation précise, qui leur permet ainsi de modifier leur comportement et de s'adapter à une situation. Si un enfant transgresse un interdit, vous observerez souvent une expression de colère, voire d'étonnement sur le visage d'un parent, qui stimulera l'enfant via le ressenti d'une émotion de culpabilité ou de honte et la mise en place d'un comportement plus adaptatif chez l'enfant comme le respect d'une règle de conduite. De ce fait, ils vont augmenter leur capacité de décryptage des émotions en vue de s'adapter. En bref, des signaux affectifs sont véhiculés par les émotions et permettent aux individus de faire l'expérience de différents comportements. Les émotions, en plus de leur rôle adaptatif, remplissent aussi des fonctions sociales de régulation des comportements et de socialisation. Par la suite, c'est en 1884 qu'un des pères de la psychologie, William James, publiera dans la revue Mind un article célèbre intitulé « Qu'est-ce qu'une émotion ?», dans lequel il mettra en lumière une théorie dite périphérique de l'émotion en se penchant plus sur la nature de l'émotion que sur sa fonction.
Ce n'est pas l'état mental, la perception d'un fait qui est premier dans l'émotion qui provoque ensuite l'expression corporelle, mais l'inverse confère. Figure 1. Si on reprend l'exemple classique de James, quand on rencontre un ours, le stimulus, on assiste à des changements physiologiques importants, on se met à prendre la fuite. On perçoit ensuite ces changements physiologiques inhérents à la course, et c'est alors seulement que nous avons une émotion qui se manifeste. Ici la peur d'être dévoré. Figure 1, le modèle des émotions de James. Ici, l'émotion n'est autre que la prise de conscience des changements réflexes qui se produisent dans les organes viscéraux et dans la musculature. Faire l'expérience d'une émotion, c'est d'abord faire l'expérience des modifications corporelles et physiologiques qui l'accompagnent. Cette théorie dite périphérique des émotions ou de rétroaction corporelle font des émotions des réponses adaptatives face aux exigences de l'environnement. Face au problème de savoir si l'émotion est déterminée par un centre spécifique du cerveau ou par les centres moteurs et sensoriels, James se positionne sur la seconde option. La théorie de James opère donc une assimilation des états émotionnels et des perceptions corporelles. Les changements périphériques suivent directement la perception du stimulus, et c'est la perception de ces changements qui constitue l'émotion. Dans la lignée de James, le Danois Lang, 1885, expose des idées similaires à James. Toutefois, cherchant à dégager les phénomènes physiques spécifiques à chaque émotion, il pose l'existence d'un centre spécifique du cerveau, le centre vasomoteur qui commande le système vasculaire qui serait excité par la perception de facteurs inducteurs d'émotion. Les changements vasculaires seraient les premiers processus physiologiques des émotions, avant que d'autres changements secondaires ne s'opèrent. Les théories de James et Lang convergent sur plusieurs points. D'une part, ils décrivent le processus émotionnel selon la même séquence suivante: stimulus, réponse physiologique, sensation de ces changements périphériques, émotion. D'autre part, ils s'accordent sur le fait que les réponses corporelles dans les émotions sont constituées de changements physiologiques différents selon les émotions. Enfin, c'est la perception des changements périphériques qui constitue pour eux en soi l'émotion. Sans perception viscérale, il n'y a pas d'émotion. Le seul désaccord entre eux est lié à l'existence ou non d'un centre émotionnel spécifique. Au début du XXe siècle, la théorie périphérique de James est remise en cause par le physiologiste Walter Cannon, 1915-1927, qui développera 4 arguments clés à l'encontre du feedback viscéral de James. Il développe sa théorie de l'homéostasie, équilibre, qui donne à l'émotion le statut d'un processus de mise en alerte physiologique de l'organisme face à des stimuli extérieurs. En cas de menace ou de péril, le processus qui assure l'approvisionnement de l'organisme en énergie est suspendu par une décharge du système sympathique, libération d'adrénaline. Des changements physiologiques apparaissent dans l'organisme qui auront pour objet de soutenir le déploiement d'une activité musculaire, comme l'attaque ou la fuite. La théorie de Cannon énonce des règles relatives aux manifestations périphériques de l'émotion sans se préoccuper des mécanismes centraux qui feront l'objet d'une théorie centrale que Cannon va élaborer par la suite en 1927, et qui stipule après des recherches expérimentales précises, Cannon, Bard, que le siège des émotions réside dans les régions sous-corticales, notamment le thalamus. Il produirait et régulerait les décharges physiologiques des émotions, et serait la source de l'expérience affective. De cette région partent les innervations parallèles qui déclencheront les réponses viscérales, réaction homéostatique d'urgence et l'expérience émotionnelle subjective. La théorie de Cannon s'oppose donc aux théories de James et Lang, qui affirment que les émotions sont générées par le feedback de réponses corporelles, alors que Cannon affirme que les émotions sont induites par l'excitation du thalamus et que le feedback viscéral n'intervient pas dans l'induction de l'émotion. En résumé, les théories physiologistes de James, Lang et Cannon mettent en évidence le fait que toute émotion est accompagnée de manifestations physiologiques. Le fait de savoir si la réaction corporelle est la cause, la conséquence ou une composante de l'émotion est encore un débat actuel qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Toutefois, les aspects sociaux et subjectifs de l'individu ne sont pas du tout abordés. L'environnement est ici vu uniquement comme un stimulus inducteur d'émotion, n'intervenant en aucun cas dans la détermination de l'émotion.
Or le déclenchement de l'activation ne s'effectue pas dans un vide social comme le souligne Christophe, 1998. On peut supposer que les caractéristiques et les spécificités de l'environnement puissent affecter l'ampleur et l'intensité des manifestations physiologiques ressenties. De plus, l'évaluation subjective de l'élément stimulus doit être également et impérativement prise en compte, à savoir comment l'individu traite l'information perçue, ce que feront par la suite les théories cognitives. 2. Les approches cognitives de l'émotion. Les approches cognitives de l'émotion qui datent du début des années 60 vont faire le lien entre les situations que nous vivons et les réponses émotionnelles qu'elles produisent en nous. Un même événement peut entraîner l'émergence de différentes émotions chez différents sujets, ou chez un même individu à différents moments. Face à des situations pouvant générer de la peur ou du DE-out, deux individus ne vont pas nécessairement réagir de la même façon. Ici, les émotions seraient déterminées par la signification personnelle que nous donnons à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce qu'un certain type de situation peut déclencher une émotion spécifique ? Voir un ours qui va déclencher de la peur, se faire insulter nous mettra dans un état de colère. Ceci peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas. L'information que l'on a sur une situation n'est pas suffisante pour prédire une émotion. Voir un ours pour un chasseur peut entraîner autre chose que de la peur, de l'excitation, voire de la joie, bref d'autres types d'émotions. Il semblerait donc qu'un des facteurs importants dans le déclenchement d'une émotion soit non pas l'événement en tant que tel, mais la signification subjective que l'on donne à cet événement. Les premiers travaux sur les émotions qui prennent en considération les aspects cognitifs de l'individu et sa capacité à traiter l'information ont vu le jour avec les travaux de Schachter et Singer, 1962, qui ont mis en évidence l'interaction de deux composantes principales dans la compréhension d'un état émotionnel. Une activation physiologique. Une cognition, une pensée, appropriée à cet état d'activation. On parlera de théorie bifactorielle de l'émotion, CF, figure 2, avec une importance prépondérante à l'interprétation par le sujet d'événements vécus. En effet, les situations que nous vivons seraient interprétées en fonction de ce que nous percevons et de nos expériences passées qui fourniraient la matière à partir de laquelle on peut comprendre et nommer nos sentiments. D'une manière plus précise, l'état émotionnel d'un individu serait spontanément identifié si le sujet possède une cognition explicative immédiate de son état d'activation, c'est-à-dire s'il sait se l'expliquer. Il cherchera à comprendre et à interpréter son état interne, en se comparant notamment à autrui. Schachter fait référence à la notion du besoin évaluatif, que nous avons tous dans notre besoin souvent implicite de nous comparer à autrui. En effet, sans comparaison possible, l'individu peut difficilement se positionner par rapport à autrui. C'est pourquoi il fait appel à la théorie de la comparaison sociale de Léon Festinger afin d'expliquer la phase d'interprétation et de compréhension des changements corporels qui se manifestent dans tout épisode émotionnel. Festinger postule que tout individu a tendance à évaluer ses opinions et aptitudes, et que cette évaluation s'opère par comparaison avec autrui. Appliquant ce postulat psychosocial au domaine des émotions, Schachter émet l'hypothèse que tout individu a besoin d'avoir une explication cohérente de son état corporel. Et si les individus n'ont pas d'explication immédiate à leur état d'activation, ils utilisent les réactions émotionnelles d'autrui comme cible de comparaison. Schachter ne pense pas que ce soit un pattern physiologique spécifique qui donne lieu à une émotion particulière, mais que ce soit cette activation physiologique non spécifique couplée à une interprétation cognitive de l'événement, qui produisent une émotion. Ces chercheurs prennent l'exemple d'un homme seul qui marche dans une ruelle sombre. Un homme avec un fusil apparaît brusquement. La perception homme avec un fusil va initier un état d'activation physiologique, et cet état d'activation sera interprété selon les connaissances que la personne possède des ruelles sombres et du fusil, et de la situation, et l'état d'activation sera labellisé comme « émotion de peur ». Ces auteurs étaient parmi les premiers à souligner que notre ressenti émotionnel, qui est intimement lié à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, est en fait sujet à de multiples influences sociales et peut être totalement manipulé dans des conditions particulières.
Les états émotionnels sont donc ici considérés comme le processus final de l'activation physiologique, mais ne constituent pas à elles seules un élément suffisant pour qu'une personne se sente dans un état émotionnel. Des facteurs cognitifs importants apparaissent indispensables à toute formulation d'émotion. La situation sociale dans laquelle se trouve un individu qui ressent une émotion prend ici toute son importance. La façon dont nous allons percevoir et nous représenter une situation va colorier notre espace émotionnel. En résumé, l'expérience émotionnelle consiste en la perception d'une activation physiologique diffuse qui nécessite une clarification cognitive. Cette dernière va déclencher une évaluation cognitive qui a pour fonction principale d'attribuer à l'activation ressentie une cause interne ou externe. Christophe, 1998. Figure 2, le modèle bifactoriel de l'émotion. Avec la théorie dite cognitivo-physiologique, ou bifactorielle, Singer, 1962 et Schachter, 1964, on assiste au début d'une approche psychologique de l'émotion où le concept d'activation joue le rôle de point de transition entre le corps et l'esprit. Ici, l'émotion demande une interprétation de la situation, c'est-à-dire une façon de traiter l'information. Les changements physiologiques décrits par Cannon au début du XXe siècle sont une condition nécessaire pour créer l'état émotionnel, mais pas unique. Ils ne suffisent pas à eux seuls. Ces changements sont perçus de manière diffuse et confuse par le sujet. Donc, la mise en œuvre d'une recherche cognitive dont le but est de clarifier ou d'élucider l'état en cours va devoir s'effectuer. Dès qu'une attribution cognitive est intervenue, l'émotion s'installe et sa coloration va dépendre de la nature de l'objet de l'attribution. Ici, l'activation physiologique et l'attribution cognitive vont rendre compte de l'émotion. L'émotion devient donc la résultante d'une évaluation de la situation par l'individu. On entre dans les courants cognitivistes du traitement de l'information. Ceci expliquera d'ailleurs que face à une même situation, deux sujets ne vont pas générer le même type d'émotion, ni la même intensité, car une évaluation personnelle de la situation va s'effectuer en fonction de la spécificité de l'individu. Avec les théories de l'évaluation sociale, la séquence émotionnelle sera vue comme la perception et l'évaluation du sens que l'on attribue à un événement pour notre bien-être. Dans la continuité historique des recherches sur les émotions, il est important de mentionner les travaux de Magda Arnold, 1960, qui donnera au cerveau une place active dans le décodage des émotions. Contrairement à James et Cannon, le cerveau n'est plus vu comme le lieu de simples réflexes, mais l'endroit où de multiples processus en interaction vont se manifester. Arnold va se référer au concept de mémoire des expériences antérieures et à l'estimation des conséquences possibles d'une situation. Arnold, 1945, 1950, 1960, 1970. Elle va suggérer que la signification d'un événement qui induit une émotion est établie par un processus d'évaluation, appraisal, de l'événement basé sur un ensemble de critères spécifiques propres à la personne. Dans ce modèle, CF figure 3, on constate dans un premier temps une évaluation préliminaire du stimulus déclencheur de l'émotion, la peur de l'ours, en fonction du souvenir d'expériences similaires du passé, le rapport au danger et d'une estimation des conséquences de la situation actuelle, l'ours va-t-il attaquer ou non. Dans un second temps, c'est une tendance à l'action dirigée vers ou contre la situation qui donnera lieu à une attitude émotionnelle spécifique, qui va initier des impulsions nerveuses au niveau du cortex via les centres nerveux du thalamus et de l'hypothalamus qui déclencheront les patterns physiologiques appropriés ainsi que les changements périphériques tels que les expressions faciales ou les postures. À ce niveau, on assistera à un feedback physiologique qui sera réévalué et donnera naissance au label émotionnel final. Arnold prend l'exemple d'un pilote de bombardier qui va éprouver de la peur en apercevant des avions ennemis. Quand les avions sont perçus, il va les identifier comme ennemis en fonction de ses expériences passées. Cette perception va entraîner une évaluation des conséquences possibles, c'est-à-dire une bataille difficile. Celle-ci va générer une attitude émotionnelle qui va préparer le pilote à combattre ou à fuir. Les changements périphériques seront, par conséquent, activés via le cortex et évalués par le pilote en fonction de ses souvenirs et des conséquences possibles de la situation. C'est à ce moment qu'il traduira cela en peur.
Dans ce modèle, l'émotion est vue comme un processus temporel comprenant divers mécanismes psychologiques au travers desquels un événement ou une situation va devenir un stimulus émotionnel et donner lieu à une évaluation précise. C'est donc sous l'impulsion de la psychologie cognitive de la perception que l'émotion sera vue comme une tendance ressentie, une attraction ou une répulsion qui se manifeste de manière non raisonnée et non volontaire. Elle s'appuie sur les attentes issues de l'expérience antérieure et résulte d'un véritable jugement sensoriel et personnel. L'évaluation se double instantanément d'une attitude émotionnelle qui s'installe aussi rapidement que la perception elle-même. Installée, cet état suscite des impulsions nerveuses du cortex vers les centres du thalamus et de l'hypothalamus. À chaque expérience subjective correspond un circuit nerveux spécifique et une structure spécifique de réponse émotionnelle sur le plan de l'expression et des changements physiologiques. Les différents types d'émotions constituent différents types de relations sujet-objet. La seconde phase du processus est une phase d'évaluation secondaire ou de réappréciation qui résulte d'une prise de conscience des changements physiologiques et de la tendance à l'action qui est évaluée comme souhaitable ou indésirable. Selon le cas, cette évaluation secondaire entraîne le déploiement de l'action émotionnelle ou de son inhibition. L'environnement social peut être ici vu comme un stimulus déclencheur de la séquence émotionnelle. Les expériences passées du sujet et ses souvenirs sont liées au contexte social dans lequel l'individu évolue. L'émotion pourrait être la résultante des pressions sociales de l'environnement. Figure 3, représentation de la théorie de Arnold, 1950. Par la suite, c'est le psychologue Lazarus, 1966, qui développera plus en détail cet aspect en ajoutant à l'évaluation une réévaluation pouvant modifier la première impression, reappraisal. De même, il mettra en évidence les processus d'évaluation primaire et secondaire d'un événement. L'évaluation primaire va concerner l'évaluation de l'événement sur une dimension d'agrément, agréable ou désagréable, et d'opportunité au but. L'événement aide ou empêche d'assouvir un besoin ou d'accomplir un but. L'évaluation secondaire rend plus compte de la capacité d'une personne à faire face à une situation en fonction de ses besoins, buts et ressources. Ces deux types d'évaluation vont déterminer la différenciation de l'émotion, Lazarus, 1968-1991. Dans un cadre professionnel, un collaborateur apprend le départ d'une personne dans un contexte tendu. Cette information donnera lieu à une première évaluation en termes positifs ou négatifs, et en termes d'opportunité ou non par rapport à la réalisation d'une progression dans l'organisation. C'est une bonne nouvelle pour moi, je peux prendre sa place. Une évaluation secondaire rendra compte de la capacité du sujet à se donner les moyens d'aller ou non dans une direction de progression, en fonction d'un but précis. Avec Lazarus, 1991, la relation entre l'individu et son environnement va être développée de manière approfondie. Les émotions découleraient de l'influence mutuelle d'un sujet et de son environnement. Toute relation personne-environnement aurait une signification émotionnelle potentielle. L'interaction induirait des coûts, émotions négatives, ou des bénéfices, émotions positives, intra- et interpersonnelles. À titre d'exemple, une interaction génère une émotion négative lorsqu'elle empêche, retarde ou rend impossible la gratification des besoins, l'atteinte des objectifs ou la réalisation de valeurs positives. De manière similaire, l'interaction entraîne une émotion positive lorsqu'elle favorise ou amplifie la réalisation des buts et intérêts individuels. Cette théorie apparaît, d'une part, comme une théorie motivationnelle car elle fait référence aux buts et aux objectifs individuels d'adaptation à l'environnement, et d'autre part, comme une théorie cognitive car l'émotion nécessite une connaissance et une évaluation des changements de la relation entre le sujet et l'environnement. Mais l'évaluation cognitive n'est pas la seule composante de l'émotion. Il faut également prendre en compte un état subjectif distinct, les tendances à l'action et une configuration de réponse physiologique. Selon Lazarus, Avril et Hopton, 1970, les configurations d'activation observées dans l'émotion dérivent des tendances à l'action générées par les évaluations de la situation et de ses conséquences. Ces évaluations seraient le fruit de conditions situationnelles, facteurs environnementaux, dispositionnels et relationnels,
croyances, attitudes et traits de personnalité. Avec Lazarus, les émotions sont donc fonction de la qualité et de l'évaluation de l'interaction de l'individu avec son environnement. Elles seraient influencées par les règles, les normes et les caractéristiques sociales de l'environnement. L'émotion est donc dépendante de l'environnement, avec un traitement cognitif interne de l'interaction sujet-environnement. Enfin, arrêtons-nous quelques instants sur l'apport de Frijda, 1986, qui développera une théorie de l'émotion dite en composantes, figure 4. Selon lui, l'émotion est composée d'un ensemble de phases ou de composantes distinctes qui s'influencent mutuellement sans pour autant être déterminantes les unes par rapport aux autres. Figure 4. Représentation schématique simplifiée du modèle de l'émotion en composantes de Frijda, 1986. La phase d'analyse et de codage correspond à l'encodage de l'épisode stimulus en termes de familiarité ou de connaissance, entraînant ainsi l'évaluation de ses causes ou conséquences. La composante de comparaison se traduit par une évaluation primaire de la pertinence du stimulus, en comparaison avec les intérêts et les buts de la personne. Elle se manifeste par 4 types de signaux possibles: le plaisir, la douleur, le désir et la surprise. Suite à la phase de comparaison, le sujet évalue la situation stimulus dans sa globalité en termes de possibilités ou d'impossibilités d'y faire face. Cette évaluation secondaire, phase de diagnostic, répertorie les différentes actions possibles à émettre et entraîne l'évaluation de l'urgence de la difficulté ou gravité de l'événement. Puis, ces évaluations se combinent en un système de contrôle. Sur cette base, une préparation à l'action est envisagée par un plan d'action, une tendance à l'action et ou un mode d'activation qui déclenche les modifications physiologiques. Par conséquent, une action comportementale ou cognitive est sélectionnée et mise en place. Les émotions sont donc pour Frijda des changements dans l'interprétation d'une action. Sa conception comporte donc 2 composantes, une évaluative et une autre de préparation à l'action, la composante la plus importante de sa théorie de l'émotion. Frijda 2003 décrit les émotions comme des passions, des états qui nous emportent, et plus précisément des états de motivation. Par passion, il entend une motivation à poursuivre un but émotionnel, soit en pensée, soit en action avec une préséance sur d'autres préoccupations possibles. Elle exige la priorité dans la distribution des ressources attentionnelles et l'exécution des actions. Les émotions sont pour lui constituées d'impulsions, désirs ou aversions, et comportent des changements de motivation. Elles poussent l'individu à modifier sa relation avec un objet. Ces motivations sont également relationnelles. Elles se jouent entre le sujet et le monde. Elles ne sont pas des états subjectifs intérieurs à une personne. Elles peuvent tout de même rester intérieures à une personne et rester limitées à son expérience intime, mais même dans ce cas, la tendance à l'action est présente et se manifeste de façon discrète. Toutefois, certaines émotions ne consistent pas en des tendances à l'action, comme la tristesse, cependant, elles comportent la perte de tendance à l'action et par conséquent, une perte ou une diminution de motivation. Le concept de préparation à l'action est central dans les travaux de Frijda. Il le définit comme des états à être prêts à agir se prolongeant dans des préparations du corps. Ces préparations peuvent être musculaires, physiologiques jusqu'aux actions cognitives comme la pensée et l'imagination. Elles comportent la formation et l'exécution de plans pour des actions volontaires. Les motivations à l'action régissent des répertoires d'actions, et la préparation à l'action se rapporte aux actions de ces répertoires. Les motivations visent à établir, modifier et maintenir des relations avec autrui ou avec le monde physique. Les actions, elles aussi, sont relationnelles. Ce sont des actions qui se jouent dans la relation avec d'autres individus, ou avec des objets matériels ou idéaux, et visent à établir une relation avec le monde plutôt qu'à modifier le monde lui-même. Enfin, il est nécessaire de mentionner une dernière façon d'appréhender les émotions. Il s'agit des théories schématiques de l'émotion, qui vont offrir un éclairage nouveau sur le sujet. Elles postulent qu'un ensemble d'informations émotionnelles est stocké en mémoire, ayant pour principale fonction de réactiver une émotion lorsqu'un de ces éléments est activé. Certaines émotions seraient donc mises en lumière, sans que l'on puisse établir de lien immédiat entre le stimulus et l'individu. Dans cette optique,
Leventhal, 1980-1984, décrit 3 caractéristiques de base du phénomène émotionnel. Leur universalité, le fait qu'elles soient différenciées et le fait qu'elles altèrent l'organisation du système comportemental. Le mécanisme émotionnel est ici décrit comme un système de traitement de l'information actif et organisé en une série d'étapes hiérarchisées de niveaux de traitement. La première étape assure la réception et l'interprétation de l'information émotionnelle, à savoir le codage qui résulte de l'interprétation perceptive, représentation de la situation stimulus, et de la construction d'une émotion subjective, représentation émotionnelle de la situation. La seconde étape produit l'exécution de plans d'action pour faire face à la situation perçue. La troisième étape produit un ensemble de critères et d'évaluation de la possibilité d'adaptation. Christophe, 1998. Leventhal et Scherer, 1987, proposent 3 types différents de traitement de l'information émotionnelle. Un traitement sensorimoteur, schématique et conceptuel. La perspective multidimensionnelle de Leventhal conçoit un modèle de l'émotion qui présente des composantes de nature subjective, expressive et physiologique. Les informations sont stockées en mémoire et réactivées en présence d'un stimulus. Ici, l'émotion est donc perçue comme un phénomène cognitif dépourvu de dimension sociale. Les théories schématiques de l'émotion, Bauer 1980, Lang 1979, Leventhal 1984, développent donc l'idée qu'à chaque épisode émotionnel, les différentes composantes de l'épisode, circonstances, lieux, acteurs, sont représentées ensemble dans la mémoire épisodique et y constituent un schéma. Si l'un des éléments du schéma est de nouveau rencontré lors d'une situation ultérieure, c'est l'ensemble du schéma qui tend à être réactivé. Les manifestations émotionnelles peuvent donc être réactivées, même si elles n'ont plus de pertinence adaptative dans la situation nouvelle. Ceci est décrit comme le déclenchement schématique de l'émotion. L'activation répétée d'un même schéma peut entraîner la constitution d'un schéma généralisé ou prototypique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.